Bonjour, dans cette vidéo, je vais te parler de la découverte de mon hypersensibilité et du travail que j'ai fait autour. Je m'appelle Laetitia, je suis coach de vie et praticienne en hypnose et je guide les femmes vers une vie plus épanouie. Alors cette vidéo fait partie de plusieurs vidéos. Donc c'est la deuxième. La première concernait mon hypersensibilité dans l'enfance, dans l'adolescence, comment je l'ai vécue. En sachant que je ne savais pas que j'étais hypersensible à ce moment-là. Et cette deuxième partie va donc concerner la découverte de mon hypersensibilité et le travail que j'ai fait autour pour l'accepter et la considérer comme vraiment un atout et une chance. Donc voilà pour cette vidéo. La suivante concernera mon hypersensibilité en tant que maman d'enfants aussi hypersensibles. Donc voilà pour ces vidéos. Donc, comme je te le disais dans la vidéo précédente, durant mon enfance et mon adolescence d'hypersensible, je ne savais pas que j'étais hypersensible. Je me considérais comme ayant plutôt un problème ou du moins ayant raté une info. Pourquoi les autres arrivaient à mieux gérer que moi en fait. Et j'avais pas conscience que c'était une caractéristique, une différence par rapport aux autres, mais j'avais l'impression plutôt que c'était quelque chose qui me manquait. Alors qu'en fait, l'hypersensibilité, c'est tout l'inverse, puisque c'est quelque chose en plus. À l'âge adulte, j'ai continué à me suradapter et à ne pas en parler à mon entourage. Donc quand je dis adulte, c'est jeune adulte, puisque j'ai 35 ans, donc jeune adulte. J'en ai parlé à mon mari parce que j'avais beaucoup de mal à faire abstraction de ses émotions, notamment de sa colère quand il rentrait et qu'il y avait quelque chose au travail qui l'énervait et qu'il rentrait dans la pièce. C'était très compliqué pour moi de ressentir cette émotion de colère, de faire la part entre la colère qui ne m'appartient pas et celle qui m'appartient, même si là je me rendais compte en fait que ça émanait de lui, parce que c'est pas toujours facile de faire la différence entre les émotions qu'on capte des autres et nos propres émotions. Donc j'avais essayé d'un peu de lui expliquer ce que je ressentais sans réussir à mettre des termes dessus et toujours en ne comprenant pas que c'était une particularité. Mais à lui, j'en avais parlé parce que c'était assez flagrant le retour de ses émotions. Je captais évidemment, et je me rendais compte que ça venait de lui. J'ai découvert mon hypersensibilité il y a 4 ans par le plus grand des hasards, ou pas. Mais en fait, je suis tombée sur une vidéo d'une entrepreneur. La vidéo, je sais plus comment elle s'intitulait, mais quelque chose du style être entrepreneur hypersensible ou faire de mon hypersensibilité une force dans l'entrepreneuriat, un truc comme ça. En sachant que je ne connaissais pas ce terme d'hypersensible. Et je sais pas pourquoi, j'ai regardé cette vidéo. Et au début de la vidéo, elle explique un peu ce qu'elle vit, donc ce qu'elle a vécu quand elle était plus jeune. Et là, c'était totalement bouleversant parce que j'avais l'impression qu'elle décrivait tout ce que j'avais ressenti. Tout ce qui pour moi était différent, que je pensais que les autres ne ressentaient pas. Elle le décrivait quasiment mot pour mot parce qu'il y a toujours des particularités, notamment nos réactions, la façon de suradapter ou pas. Ça peut être aussi d'éviter certaines situations. Donc à part des petites différences, mais en tout cas, tous ces ressentis, ce sentiment, cette oppression, ce sentiment justement d'être gêné par le trop-plein des émotions des autres, l'oppression quand on rentre dans une salle bondée de personnes, justement due à cette perception, ce genre de choses. Aussi le côté surintensité des émotions. Tout ça, elle le décrivait et c'était exactement, même si cette situation était particulière à sa vie, c'était des situations que j'avais quasiment toutes vécues.
Donc à partir de ce jour-là, ça a vraiment tout changé parce que je cherchais plus ce qui me manquait. Parce que j'avais toujours vécu ça comme si moi il me manquait un truc, j'étais passée à côté de quelque chose. Et là j'ai compris que j'étais pas passée à côté de quelque chose, il me manquait rien, j'avais quelque chose de différent. J'ai arrêté de me demander comment font les autres. Enfin, comment font les autres hypersensibles peut-être, mais comment font les autres ? Parce que je me suis rendu compte que les comportements que je valorisais ou que j'essayais de copier sur les autres ne répondaient pas aux mêmes stimuli que moi je percevais, donc aux mêmes intensités d'émotions que moi j'avais. Donc j'ai entamé un grand travail sur moi, sur ma compréhension de moi-même. J'ai vraiment tourné le regard vers moi. Alors pour la première fois, c'est moi que j'ai observé. Alors j'ai passé, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, j'ai passé beaucoup de temps, et je continue à le faire quand même, à observer beaucoup les gens, à observer leurs réactions, leurs comportements, à identifier leurs émotions. Donc j'observe beaucoup les autres. Et jusqu'à ce moment-là, j'avais très peu fait attention à moi-même en fait, à tourner le regard vers moi sur mes ressentis, même si j'essayais de faire le tri entre ce qui venait entre guillemets me polluer, donc les émotions des autres qui venaient un peu me gêner, je ne regardais pas vraiment vers moi, puisque j'avais l'impression que la solution était chez les autres. Je ne sais pas si c'est très très clair. Comme j'avais l'impression de manquer de quelque chose, je regardais les autres pour trouver la solution. À partir du moment où j'ai compris qu'il n'y avait pas deux solutions, mais en fait c'était une caractéristique qui venait de moi, et que la solution en fait c'était une meilleure compréhension de moi-même. À partir de ce moment-là, j'ai vraiment changé ma façon de voir les choses, de me comporter, et le travail que j'ai fait, c'est vraiment de me retourner sur moi-même, de m'analyser beaucoup plus, d'analyser beaucoup plus ce que je ressentais. Donc tout ce que ça peut être aussi les stimuli physiques, mais aussi j'ai prêté attention à ma fatigue, aux douleurs que je pouvais ressentir, par exemple la luminosité, ce genre de choses, qui est arrivé à un point où j'avais vraiment très très mal aux yeux, par exemple. Tout ce qui était lumineux était très très douloureux, et donc à un point où je ne pouvais plus ignorer, mais j'ai appris à prêter attention à tous ces signes avant que ce soit gênant au point de ne plus pouvoir les ignorer. Donc j'ai vraiment retourné ce regard vers moi. J'ai accepté totalement mon hypersensibilité. C'est l'une de mes caractéristiques. On ne peut pas le changer. C'est comme si je disais je veux être plus grande. Non, je peux pas, je suis à la taille que je fais. Et l'hypersensibilité c'est pareil. Elle fait partie de mes caractéristiques, et c'est en moi. Je peux pas moins ressentir. Je ne peux pas, je peux contrôler mes réactions, je peux apprendre à justement prêter attention avant qu'il y ait un débordement, ou à prêter attention, ce que je vous disais tout à l'heure pour les stimuli, avant que ce soit douloureux, mais à prêter attention. D'ailleurs, je vais baisser un peu la luminosité de mon écran, je suis en train de me rendre compte qu'avec la fenêtre, ça me fait mal aux yeux. Je prête attention à ces détails, mais je ne cherche pas à changer mon hypersensibilité, puisque je ne peux pas changer. Et ça, c'est un point important, que l'intensité de mes émotions, c'est pas un problème, c'est une caractéristique. Par contre, mes pensées, mes réactions, mes émotions vis-à-vis de mon hypersensibilité, mes pensées vis-à-vis de cette hypersensibilité, mes pensées vis-à-vis des émotions que je ressens, ou de la montée en pression de ces émotions, ou du comportement des autres, ça, c'est un point sur lequel je peux travailler. Mais le ressenti, les stimuli, je ne peux pas faire autre chose. Je peux faire en sorte de mieux les écouter, ou de diminuer certaines sources, mais je ne peux pas enlever mon hypersensibilité. Donc à partir du moment où j'ai vraiment accepté ça, j'ai compris que c'était aussi une force
Donc je vous cache pas que ça a été du travail pour considérer que c'est une force quand les 30 premières années de votre vie, vous avez considéré que c'était un fardeau, entre guillemets, que c'était quelque chose qui vous handicapait, même si vous ne mettiez pas de mots sur cette chose. Retourner la situation et considérer que c'est vraiment un atout, ça a été du travail, ça a été beaucoup de questionnements et d'honnêteté envers moi-même. Ça, c'est vraiment un point assez fort où j'ai dû non seulement tourner le regard vers moi, mais aussi être honnête envers moi. Parce qu'on a tendance à se mentir à soi-même. Et donc cette honnêteté envers moi-même a aussi été important et ça a été aussi un long travail sur mes pensées et sur les questionnements que ça a mené. J'ai arrêté de me voir comme trop ou pas assez. J'ai vraiment accepté cette partie de moi et je suis plus du tout en conflit. Je sais que souvent les hypersensibles sont en conflit avec cette partie d'eux qui n'acceptent pas vraiment. C'est plus du tout le cas. Même s'il y a des émotions que j'ai encore du mal à laisser, on va dire, à laisser échapper ou à laisser vivre et que j'ai encore ce besoin de contrôle vis-à-vis de certaines situations, j'ai compris que ces émotions sont là pour me guider et que finalement, moins je lutte contre, moins il y a des montagnes russes il y a des montagnes russes émotionnelles. Donc je vous explique. En fait, j'ai compris que si je prêtais attention tout de suite aux émotions et aux pensées qui sont derrière les émotions, je les laissais pas macérer en fait pour prendre de l'ampleur et après exploser et avoir des hauts, des bas qu'on a souvent en tant qu'hypersensible. Et même si je passe toujours des rires aux larmes en quelques secondes, je suis plus submergée par mes émotions. En fait, réellement, même si les émotions sont intenses, les émotions durent peu de temps. Ce qui nous submerge, ce qui nous perd, ce qui nous fait qu'on a l'impression parfois d'être au bord de la noyade à essayer de s'en sortir, c'est les pensées et toute la signification qu'on donne aux situations, etc. L'émotion en elle n'est pas un problème à partir du moment où on accepte de la ressentir, parce que si on la nie, elle revient plus fort. Et à ce moment-là, ça peut plus on va essayer de la cacher, plus quand elle va exploser, ça va être compliqué à faire face à ce flot d'émotions qui va partir. C'est l'effet cocotte minute ou si vous voulez le barrage qui cède. Et donc le flow va être un peu compliqué. Donc, tandis que si on accepte nos émotions, qu'on accepte d'avoir ressenti certaines émotions, qu'on les voit plus comme des messages que comme quelque chose sur lequel on est en lutte, parce que c'est souvent ça, en fait, on lutte pour essayer de contenir, parce qu'on a cette pression, un peu cette pression sociale, où le fait de se sentir différent fait qu'on va essayer de contenir pour être au même niveau d'émotion que les autres. Sauf qu'à force d'essayer de contenir, de compresser, ça fonctionne pas. Et au contraire, à un moment, pouf, tout part et c'est bien plus compliqué. Quand une émotion arrive, déjà je fais la part entre mes émotions et les émotions des autres. Ça, c'est beaucoup de travail sur l'observation. Mes observations, ça m'arrive encore de me sentir prise tout d'un coup comme ça, m'énerver par exemple, et de pas savoir pourquoi. Quand je sens que par exemple, je vais prendre l'exemple de la colère, quand je sens tout d'un coup je suis en colère, je vais prendre quelques secondes pour me poser la question, est-ce que vraiment la situation me met en colère ? Parce que je me suis rendu compte que parfois, tout d'un coup, tout m'énervait, et en fait, c'était quelqu'un qui était juste derrière moi, et qui lui était en colère, et en fait, je me suis laissée manger par ça. Donc, je prends déjà quelques secondes pour faire la part entre mes émotions et les émotions des autres. Et une fois que, donc c'est bien mon émotion, que mon émotion arrive, je ne cherche pas à la contrôler ou à la cacher, je prends quelques secondes pour la ressentir. Je prends quelques secondes pour la ressentir, pour la nommer,
parce que parfois c'est pas si évident à nommer, ça peut être un mélange d'émotions. Donc j'essaie de la nommer, j'essaie de la ressentir. Alors quand je dis la ressentir, alors la première étape, je vous ai dit, c'est sentir, donc l'émotion qui arrive. La ressentir dans le sens où comment ça s'exprime dans mon corps. Par exemple, on va avoir, je vous avais expliqué ce sentiment d'avoir le cœur qui explose ou de se sentir vraiment... Donc ça peut être une oppression dans le cœur, un nœud dans la gorge, un souffle coupé, je sais pas, des mots dans le ventre, ou au contraire, si c'est de la joie, des petits papillons, de l'énergie qui remonte comme ça, qui est un peu comme un soleil qui irradie. Donc je prends le temps d'essayer de la ressentir vraiment dans mon corps, comment elle est passée en fait. Parce que l'émotion ne dure pas longtemps, mais comment ça s'est retranscrit dans mon corps. Puis je vois aussi les pensées qui viennent. Et c'est là le travail qui va être important, parce que les pensées qui vont venir après cette émotion. Donc l'émotion, elle passe assez rapidement, certes intensément, mais c'est court. Par contre, les pensées qu'on va avoir après vont faire qu'on va ruminer cette émotion. En fait, on va se remettre toujours dans cet état émotionnel, alors que l'émotion est passée, l'information est passée, mais nous, on va se remettre dans cet état émotionnel en ruminant certaines pensées. Donc, je vais faire attention aux pensées qui me viennent après. Donc, notamment pour les émotions dites négatives, mais en fait, toutes les émotions ont quelque chose de positif, je trouve. Mais pour être un peu plus clair, on va dire des émotions dites négatives. Je vais chercher les pensées qui sont derrière. Pourquoi ça m'a tellement blessée ? Pourquoi j'ai ressenti cette tristesse ? Quelle signification je donne derrière ? Et une fois que j'ai listé, alors au début je le faisais par écrit parce que ça me demandait beaucoup de réflexion, parce que j'avais pas l'habitude aussi de me questionner moi-même, d'être honnête envers moi-même et de me poser ce genre de questions. En fait, je prenais toutes les pensées comme vraies, et donc je me posais même pas la question de est-ce vrai, d'autant plus que les hypersensibles ont un cerveau qui fonctionne très très vite et par arborescence, donc pour les pensées ça fuse. Et donc je me posais pas ce genre de questions. Donc, au début, ça m'a demandé beaucoup de travail. Je le faisais par écrit, notamment donc par écrit et après bien sûr à froid. À froid, une fois que l'émotion était passée, je me suis dit mais pourquoi ça m'a tellement blessée, par exemple. Je reprends l'exemple de la tristesse parce que la colère, c'est pas vraiment une émotion qui me cause énormément de soucis. Moi, l'émotion que j'ai eu le plus de mal à accepter et avec laquelle des fois que je cache encore, c'est la tristesse. Donc pourquoi vraiment ça m'a blessée ? Quelles sont les pensées que j'ai associées, notamment à la situation, qui font que ça m'a blessée ? Et une fois que j'ai ces pensées-là, je me demande si c'est vraiment vrai. Quels sont les faits qui montrent que ces pensées sont vraiment vraies ? Est-ce qu'il ne pourrait pas avoir quelque chose d'autre de vrai ? Est-ce que je ne suis pas en train de donner une signification à une situation alors qu'en fait, il n'y a rien qui prouve que c'est ça, la signification ? Et qu'est-ce qui pourrait être vrai ? Donc on a aussi cette chance en tant qu'hypersensible d'être aussi dans l'empathie, et je trouve que ça aide aussi pour trouver qu'est-ce qui pourrait être d'autre vrai. Quelle autre pensée pourrait être vraie au sujet de la situation ? Est-ce que vraiment la personne souhaitait me blesser ? Est-ce que la signification que je donne est vraiment vraie ? Est-ce que par d'autres comportements, la personne m'a prouvé cette signification ou pas ? Et je cherche comme ça à casser cette pensée, cette signification que je donne à la situation vis-à-vis de l'émotion. Et je m'accroche plus à l'émotion en fait. Je regarde les pensées et j'accepte que c'est mes blessés.
ça m'a sûrement blessée parce que j'ai donné une signification, parce que sûrement ça a réveillé une blessure. Donc pour la tristesse, mais c'est valable aussi pour la colère, souvent ça réveille une blessure. Et la personne en face, elle n'y peut rien que vous ayez eu cette blessure. Elle n'y peut rien que vous ayez vécu ça quand vous étiez plus jeune, ou elle ne le sait même pas et elle ne joue pas dessus, sauf certaines personnes. Mais généralement, dans on va dire 90% des cas, la personne ne joue pas dessus. Et donc nous, ça nous réveille une blessure. Et c'est le cas notamment en miroir avec les enfants. On peut avoir vraiment des blessures qui viennent nous réveiller. Et ils ne le font pas exprès. Ils le font pas exprès, c'est la situation qui nous réveille cette blessure. Donc en fait, l'émotion est venue me montrer une blessure que j'avais et la signification que je lui donnais. Et c'est à moi après de travailler pour justement guérir cette blessure, pour changer mes pensées vis-à-vis de moi-même ou vis-à-vis d'une situation, etc. J'accepte l'émotion et je la vois plus comme une chance de pouvoir travailler sur justement cette blessure, de pouvoir avancer sur mon développement personnel. Et c'est vraiment sur ces pensées-là que je porte mon attention et plus sur l'émotion. Je vous rappelle, l'émotion, je ne peux pas contrôler quand elle arrive. Par contre, les pensées que j'associe à cette émotion, le fait de ruminer, de ressasser ces pensées, ça, je peux agir dessus. Donc voilà pour la partie émotion et le travail que j'ai fait. Pour ce qui est de mes sens, alors j'ai appris à aménager mon environnement et à prêter attention à tout ce qui est mes perceptions et mes stimuli. Donc comme tout à l'heure, quand je vois que je commence à avoir les yeux un peu qui piquent, je fais attention à la luminosité tout de suite. Ou bon là pour la vidéo, je me suis mis face à une fenêtre pour qu'il y ait de la lumière, mais j'essaie d'être pas trop en lumière directe, pour pas avoir mal, etc. Donc j'ai vraiment aménagé mon environnement pour qu'il soit adapté à moi. J'ai appris à reconnaître quand je suis en surstimulation aussi. Donc ça peut être la surstimulation visuelle, auditive. Donc je peux avoir un besoin de silence, de couper. Et j'ai découvert d'ailleurs que c'est peut-être pour ça que j'aimais bien la natation, puisque je nage sous l'eau et donc du coup je suis coupée. Donc quand on est dans l'eau, on ressent moins le toucher, on n'entend plus rien, on sent que l'eau de javel de la piscine. Et donc du coup mes sens, on voit pas très bien parce qu'on a les lunettes, et donc du coup mes sens sont coupés. C'est peut-être ça qui me fait du bien dans la natation notamment. Et donc j'ai appris à faire attention à cette surstimulation. Donc ça peut être visuel, ça peut être émotionnel, ça peut être le bruit, ça peut être le fait que j'ai prêté attention à certains habits que je porte. Ça c'est tout doux. Mais longtemps j'ai porté des habits que je trouvais bien sur les autres par exemple, et qu'en fait n'est pas du tout adapté au niveau de la texture, parce que toute la journée ça me portait un inconfort. Alors dit comme ça paraît un peu idiot d'avoir fait ça, puisque ça t'apporte un inconfort, change. Mais en fait, c'est toujours cette idée de suradaptation, de les autres, ça leur fait rien, pourquoi ça me fait quelque chose à moi. Et je reconnais aussi, donc du coup, quand j'ai besoin d'une pause, ou tout simplement d'aller me coucher pour récupérer. Parce que j'ai besoin de récupérer, j'ai accepté que j'ai besoin, peut-être que je me fatigue plus facilement que les autres, c'est même sûr, mais... J'ai accepté que je me fatigue plus facilement que certaines personnes, j'ai accepté que j'avais besoin de ce repos. Que c'était pas une faiblesse d'avoir un repos, c'était la contrepartie de mon hypersensibilité en fait. Et comme je la vois plutôt maintenant comme une chance, c'est la contrepartie de cet avantage, c'est que j'ai besoin de récupérer, ou bien tout simplement de prendre mes distances. Donc ça peut être m'isoler du bruit. Ça m'est arrivé de recevoir des gens chez moi, et à un moment, il y avait vraiment trop de bruit, trop de les émotions des gens, trop de gens en fait. Et d'aller m'isoler même 5 minutes, monter dans ma chambre 5 minutes pour... j'avais besoin de couper un peu. Et avant, c'est le genre de choses que je ne m'aurais pas du tout autorisé à faire, parce que ça se fait pas, parce qu'il y a personne qui est agacé par autant de choses
et tous les autres s'en portent bien, alors pourquoi moi j'aurais besoin de cette pause? Maintenant, quand je vois que ça commence à m'irriter, je me dis il doit y avoir quelque chose dans mon environnement qui ne va pas, et où je fais une pause, où j'enlève cette chose. Donc ça peut être couper le bruit, le bruit de la radio ou ce genre de choses. Je n'écoute jamais les bruits de fond, j'aime pas. Donc ça peut être un bruit, ça peut être la stimulation visuelle ou tout simplement trop de monde. J'accepte de me couper pour pouvoir me ressourcer. Ça m'a permis aussi de renouer avec mon corps. Donc je vous ai dit, je fais attention à mes ressentis physiques pour tout ce qui est sens, et aussi à mes ressentis physiques pour tout ce qui est émotion. Avant, j'étais vraiment en lutte contre tout ce que je pouvais ressentir. Maintenant, je les vois comme des guides, des informations précieuses qui me permettent au contraire d'améliorer ma qualité de vie, d'améliorer mes expériences dans la vie. Et donc, je prête une attention particulière à tout ce que je ressens, que ce soit par mes sens ou par mes émotions. Alors, quels sont les points que je dois encore explorer? Je dirais la communication. C'est un sujet que j'aborde pas avec beaucoup de personnes, l'hypersensibilité. Bon, maintenant que j'ai mis plusieurs vidéos sur internet, donc que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, c'est peut-être un sujet avec lequel auquel j'ai plus parlé, mais j'arrive pas encore ouvertement à dire à quelqu'un que ses propos me blessent, par exemple, sauf mon mari. J'arrive pas, j'ai encore ce formatage que j'ai fait pendant des années qui fait que j'exprime pas forcément mes ressentis et les effets que le comportement des autres peut avoir, même si je sais que c'est surtout les pensées qui sont derrière qui influencent, mais je n'évoque pas forcément cette hypersensibilité avec les autres. Alors que c'est vraiment un point sur lequel j'aimerais m'améliorer et plus communiquer justement sur mes ressentis. Et même si après je ne m'attache pas à pourquoi ça m'a blessée, etc., que ça dépend de mon histoire, juste l'exprimer, pouvoir l'exprimer, c'est vraiment un point sur lequel je dois encore travailler. Donc voilà pour ma découverte de l'hypersensibilité, le travail que j'ai fait autour, le travail qui me reste encore à faire. Et je vous donne donc rendez-vous pour la 3e vidéo sur le fait d'être maman hypersensible de 2 petits hyper. Je vous l'ai dit, je trouve que l'hypersensibilité est une chance et je trouve que c'est une chance extraordinaire en tant que maman. Mais le revers de la médaille, entre guillemets, c'est que j'ai 2 petits-enfants hypersensibles, donc de 4 et 6 ans au moment où je fais cette vidéo. Je vous en parle dans la prochaine vidéo. Abonne-toi à ma chaîne si tu ne veux pas rater les notifications des vidéos suivantes. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où je réponds assez rapidement aux messages privés. Et laisse-moi des commentaires si cette vidéo t'a inspiré, t'as fait des déclics, et pourquoi pas si grâce à cette vidéo tu as découvert ton hypersensibilité. Donc je vous dis à bientôt et j'espère que vous allez passer une merveilleuse fin de journée.